La série de discussions qui viennent seront comme un hommage à Leibniz. Et j'aimerais vous montrer que Leibniz n'appartient pas seulement au musée de la philosophie politique ou de la philosophie tout court, mais qu'il a une certaine actualité. Alors, repartons de la politique chinoise et de la question « Pourquoi l'actuel projet politique chinois peine-t-il à convaincre ?» Pourquoi la Chine socialiste est-elle devenue pour l'Europe un rival systémique, selon les mots mêmes employés par l'Union européenne? Sans prendre parti dans ces polémiques des sinophobes contre les sinophiles, une polémique très ancienne, abondamment documentée par Etiamble, je vous y renvoie, dans les 2 tomes de l'Europe chinoise, paru chez Gallimard en 1989, où vous voyez aussi sur ce sujet Marc Crépon dans L'Orient au miroir de la philosophie, paru chez Agora en 1993. Sans prendre parti donc dans ces polémiques des sinophobes contre les sinophiles, peut-on déterminer les raisons des malentendus qui ont à ce point compliqué le dialogue universitaire et politique ? Une analyse rationnelle et apaisée de ces malentendus est-elle encore possible ? Comment prendre acte de la spécificité systémique des modèles politiques, pensés plus haut sous le concept d'axiomatique ou de paradigme? Quand je dis penser plus haut, je veux dire dans des précédents postes. Comment prendre acte de cette spécificité paradigmatique des modèles politiques sans les condamner à des dialogues de sourds, sans ruiner donc le sens même d'un dialogue? Ou pour le dire autrement, comment pratiquer le dialogue autrement que comme une tentative de dominer ou de modifier le modèle de l'interlocuteur ou l'amener à y renoncer? C'est à partir de cette question actuelle que les propos de Leibniz sur la Chine et le dialogue interculturel m'ont semblé mériter une relecture. Alors, le 28 mars 2014, Xi Jinping écrivait, je le cite, « Un tour d'horizon de l'histoire de l'humanité nous apprend que ce qui sépare souvent les gens, ce ne sont pas les montagnes et les rivières, ni les mers et les vallées, mais les malentendus. » Leibniz a dit que seul l'éclairage réciproque de nos compétences respectives permettrait d'allumer la lampe de notre sagesse. Fin de citation. C'est un propos sur Leibniz que vous trouvez dans ce dialogue de Xi Jinping du 28 mars 2014 au premier tome de la gouvernance de la Chine, page 320. Soulevant le problème du malentendu, Xi Jinping rend donc hommage à Leibniz. Faut-il n'y voir qu'un vernis de culture ou la simple politesse d'un discours qui a d'ailleurs été tenu en Allemagne, donc une référence, disons, de circonstance? La référence à Leibniz est-elle justifiable et cohérente avec le sens de la doctrine Xi? Fait-elle philosophiquement sens? Les références de Xi Jinping à Leibniz ne sont pas nombreuses, mais leur rareté, il y en a tout de même 2 ou 3, notamment, outre celle que je viens de citer, celle du tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 630. Mais cette rareté des références à Leibniz n'exclut pas que Leibniz fasse partie des philosophes de référence, du répertoire des références philosophiques, après Baudin, Tocqueville et Hobbes, dont nous avons déjà beaucoup parlé, références qui pourraient être assimilées à la doctrine socialiste chinoise parce qu'elle résonnerait étroitement avec elle. La référence à Leibniz n'est pas récurrente, n'exagérons pas, mais l'éloge est sans réserve dans la bouche ou sous la plume de Xi Jinping, et je fais l'hypothèse de voir en Leibniz, sinon l'une des sources occidentales de la doctrine socialiste chinoise, du moins l'un de ses relais opportuns. Xi Jinping évoque un Leibniz diplomate, curieux de la diversité du monde, artisan de la conciliation, comme un soutien à son propre argumentaire en faveur de la paix.
La stratégie iréniste de Leibniz pourrait avoir été un précédent occidental de la méthode diplomatique socialiste chinoise, ou un équivalent suffisamment approchant, disons, pour présenter un intérêt pédagogique utile donc ou opportun pour faire comprendre la diplomatie chinoise à des occidentaux qui connaîtraient déjà la pensée de Leibniz. Irénisme, puisque j'ai employé ce mot, ce concept d'irénisme, c'est un substantif récent sous lequel on pense le comportement diplomatique de Leibniz, qui vient d'une référence au terme grec irénée qui désigne la paix. René-Jean Dupuy et Marcel Merle l'ont employé pour qualifier le pacifisme et l'internationalisme. Je vous renvoie à leur article « Pacifisme et internationalisme, 17e-20e siècle » dans la revue française de sciences politiques, le numéro 6 paru en 1966. L'irénisme désigne essentiellement un type de stratégie rhétorique en vue d'un accord entre les différentes églises chrétiennes. Le parti herméneutique de se focaliser volontairement et consciemment sur tout ce qui rassemble et pacifie en vue de satisfaire un intérêt commun. Il n'exclut pas la prétention d'avoir raison, mais il exclut tout de même la prétention d'avoir l'exclusivité, d'avoir exclusivement raison. L'originalité de Leibniz n'est pas d'avoir cherché à déminer le dialogue interreligieux entre les églises chrétiennes et le dialogue interculturel entre l'Europe chrétienne et la Chine. Son originalité est de fonder l'efficacité de sa stratégie diplomatique dans une métaphysique. Et c'est la raison pour laquelle l'évocation qu'en fait Xi Jinping est également remarquable et va plus loin que la flatterie d'un hommage devant le public allemand de la Koeber Foundation. Qui plus est, l'engagement philosophique et politique de Leibniz a pris, du vivant même de l'auteur, la forme d'un universalisme sino-compatible. Rien n'indique que Xi Jinping s'en serve pour justifier la supériorité de la culture chinoise. Elle résonne simplement avec l'intention anti-hégémoniste de l'universalisme socialiste chinois. Xi Jinping s'intéresse à Leibniz parce que Leibniz s'est sincèrement intéressé aux conditions d'un dialogue rationnel avec la Chine. Il y aurait donc un intérêt, pour le présent tumultueux des relations internationales, à revenir sur ce point. De la Chine à Leibniz et de Leibniz à la Chine, cette histoire d'un aller et d'un retour est une réflexion sur les conditions d'un échange qui puisse permettre non de convaincre d'une vérité, mais, disons simplement, de se rencontrer. Quand les villes-mondes de la Renaissance se sont épanouies, la pensée européenne a développé une exigence d'universalité au tournant du XVIe siècle. Dans Les Cannibales de Montaigne et les Lettres persanes de Montesquieu, l'Europe découvrait que le monde n'avait plus de centre, mais ne renonçait pas à maintenir la centralité de sa propre culture et à tenir son rang en pourvoyant ce monde de règles légitimes à son gouvernement. Comment légitimer cette ambition ? En déployant sa prétention à l'universalité. Ce qui aura été pensé en Europe devait valoir sous tous les climats. Et en faisant valoir sa religion, la vraie, bien sûr, il y aura débat sur ce singulier, puisque, outre les déchirements confessionnels entre catholiques et protestants, prolongeant lointainement le schisme des églises d'Orient et d'Occident qui avait eu lieu, je vous le rappelle, en 1054, le débat devait se compliquer des concepts de la théologie révélée contre la théologie naturelle et la théologie rationnelle. Bon, c'était compliqué, chacun, selon sa position sociale et ses armes intellectuelles, y allait de sa conception de l'universel et de sa conception de la religion. Cet universel désigne-t-il ce qui doit pouvoir s'imposer à tous, quitte à l'imposer par force ? Ou plutôt ce que tous ont déjà reconnu.
Ce n'est en effet qu'à partir du XVIe siècle que l'adjectif catholique, qui était utilisé dans le vocabulaire théologique à partir du IIe siècle, s'est mis à former le substantif catholicisme. Et c'est à ce moment-là, après la Réforme donc, qu'est inventé un mot qui devait servir à réaffirmer la légitimité exclusive du Saint-Siège, à défendre la doctrine qui vaut universellement, qui vaut pour tous sans exception sur toute la surface de la Terre. Au cours de ce combat pour la domination intellectuelle, ce n'est pas seulement à Rome ou dans les églises protestantes suisses et allemandes, mais dans tous les champs de la production culturelle, y compris en philosophie, que se posait la question des critères qui justifient les prétentions d'un discours à l'universalité. C'est pour répondre à cette question, c'est-à-dire pour éprouver l'universalité de sa pensée, que Leibniz allait à la rencontre de ce qui était justement le plus étranger à l'Europe. La Chine, dont l'histoire avait été étanche à la nôtre, au moins jusqu'au premier récit de voyage de Marco Polo dans le Devisement du monde ou le Livre des Merveilles. Leibniz s'intéresse à la Chine dans une perspective et avec une méthode tout à fait originale et, selon Etiamble, avec plus de force encore que Bayle, Fénelon ou Malebranche. C'est ce que nous dit penser Etiamble dans l'Europe chinoise. Je vous renvoie à ce petit commentaire de la page 370-371 de l'Europe chinoise. Leibniz aurait été incohérent, il aurait été incohérent pour un philosophe qui voulait être de son temps de négliger l'actualité de la question chinoise. Il aurait été incohérent pour un penseur de l'universel de s'enfermer dans une espèce de provincialisme culturel, c'est-à-dire dans une pensée européo-centrée, exclusivement européenne. Voilà dans quel contexte historique et géopolitique parlait Leibniz, et ce contexte, c'est toujours le même aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il est profondément pertinent, utile de replonger dans Leibniz et d'essayer de comprendre comment il a enraciné sa pensée de l'universel dans une culture profondément européenne, ou comment il a ouvert, pour le dire à l'envers, comment il a ouvert sa culture européenne à un certain cosmopolitisme, à un autre universalisme, en tout cas que celui des doctrines occidentalo-centrées. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous propose d'en dire tout de même un petit peu plus dans une prochaine émission. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous. On se retrouve très bientôt pour parler de Leibniz et de la Chine.